Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler de Dana White, on va parler du PFL, on va parler de l'UFC parce que oui, Dana White, on attendait sa première réaction, il était présent à l'UFC Austin et évidemment un journaliste chevronné lui a posé la question par rapport à sa première réaction concernant le rachat du Bellator par le PFL et Dana White a répondu c'est putain d'hilarant. Je leur souhaite toute la chance du monde. Une organisation de merde qui ne vend aucun billet achète une autre organisation de merde qui ne vend aucun billet. Bon bah parfait, on adore ce genre de... Là c'est même plus une crotte de nez comme Rusty a l'habitude de le dire. Là clairement il a sorti le lance-roquette, hein. Il s'est fait plaisir Dana White. Donc on va voir tout ça et on va voir si effectivement Dana White a raison quand il dit ça ou c'est juste un moyen aussi comme il a l'habitude de le faire. Vous vous souvenez aussi quand il y a des négociations avec des combattants, quand d'un côté il va aller, John Jones c'est le GOAT alors que quelques mois avant il était non mais John Jones il est complètement fou, 27 millions de dollars pour affronter Deontay Wilder. Et puis quand John Jones il a signé sa prolongation de contrat, il y a pas de souci, tout le monde est d'accord. Donc on va voir tout ça avec Big Rusty, c'est parti, générique. Soit. Big Rusty, alors cette bastos envoyée par Dana White au PFL, donc le PFL en plus Don Davis, qui avait précisé lors de l'annonce du rachat, quelques jours avant, quand l'annonce était imminente à El Helwani, que ça y est, Dana White, là, il commençait un petit peu à les piquer. Est-ce que pour toi, c'est véridique ou là, c'est clairement un moyen pour Dana White de minimiser ce qui se passe, qui est pour le PFL, en tout cas, une révolution? Il y a plusieurs trucs. Alors déjà, effectivement, il y a le fait qu'il a dit ils ne vendent pas de billets et je crois qu'en plus, après, dans la conférence de presse, il continue à échanger un peu avec le journaliste et en gros, il dit mais par exemple, du coup, tu sais ce qu'ils vendent comme billets? Et là, le gars fait non, mais tu sais qu'à peu près, ouais, pas beaucoup. Et leur deal TV, tu sais à peu près ce que c'est, du coup, en gros, les audiences qu'ils font. Et donc, en gros, sous-entendu, les mecs font des audiences claquées. Et en fait, du coup, ça, c'est deux choses distinctes et on n'a pas de moyen exact de connaître les chiffres exacts, mais on peut quand même avoir un ordre d'idée qui va nous permettre du coup de répondre un peu à cette question-là. Déjà, en ce qui concerne les audios, la capacité en gros des arènes dans lesquelles vont l'UFC et le PFL et est-ce qu'ils les remplissent? En fait, on n'a pas, alors à moins que ce soit des chiffres que j'ai pas réussi à trouver, mais pour le PFL, on n'a pas vraiment de moyen de savoir le nombre de billets, ou alors c'est moi qui l'ai pas vu, mais de nombre de billets qu'ils vendent. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est les arènes dans lesquelles ils vont. Et ça, généralement, ça donne un bon ordre d'idée parce que si tu fais des arènes où c'est, je sais pas, tu vas en Australie au Marvel Stadium et tu fais 55 000 places, c'est que tu as l'intention de vendre 55 000 places parce que tu fais des études de marché. Tandis que si tu vas dans des arènes où c'est des capacités maximum de 5 000 places, voilà, tu vois, ça peut quand même te donner une bonne idée de l'un et de l'autre. Et en l'occurrence, c'est vrai que en termes de capacité et d'arènes dans lesquelles vont les uns et les autres, c'est des mondes totalement différents pour l'instant en tout cas. Ça c'est vrai parce que par exemple en fait, on va même pas parler de cartes en pay-per-view pour l'UFC parce que généralement sur les cartes en pay-per-view, ils font au minimum 18 000 ventes de places. Ils vont dans des arènes à 20 000, des arènes à 20 000 places et ils en vendent minimum 18 000. Il l'avait fait pour Prochaska contre Pereira. Il l'avait fait même pour Grasso contre Shevchenko. Mais tu m'avais rappelé à raison Guillaume. Maintenant, il faut que je pense à mentionner ton nom du coup parce qu'il y a des gens en fait qui ne savaient pas que tu t'appelais comme ça. Et en fait, donc généralement ils font ces scores-là, minimum 18 000 pour les pay-per-view, et même sur des cartes qui ne sont pas à l'Apex, parce que l'Apex ça c'est hors compétition, parce qu'ils s'en foutent, ils n'ont même pas de place à vendre, ça leur appartient, l'arène. Et lorsqu'ils vont sur, par exemple, des trucs genre Almeida contre Lewis, pourquoi tu te marres? Non mais on dirait trop. Je sais plus si on avait fait un podcast là-dessus quand il y avait Hunter Campbell, donc qui est le boss du légal de l'UFC, qui a mis les points sur les i par rapport au truc USADA. Tu sais là, c'est vraiment Big Rusty vous explique un peu comment ça se passe. Donc du coup les gars, quand on fait les trucs à l'UFC Apex, en fait il y a pas de billetterie parce qu'on s'en bat les couilles parce que c'est notre salle en fait. Donc là il y a pas de problème. Quand on fait les pay-per-view c'est 20 000 places et quand on fait des Fight Night, c'est 14-15 000. Mais là aussi, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance parce que ça part en 2 semaines. Je vous explique un peu le business. Donc c'est vrai, putain. C'est tonton qui t'explique un petit peu comment est-ce que ça marche alors que t'as 5 ans. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Parce que donc. Non, mais en fait. Parce que je suis votre daron, les gars. Non, non, mais parce que, donc, tu vois. Enfin,
la raison pour laquelle on parle de ça de cette manière, c'est retenez bien les chiffres. Et les chiffres, là, en l'occurrence, c'est si c'est un pay-per-view, même quand la carte, le main event est un peu claqué, comme grâce au Shevchenko, ça fait 18 000 places vendues. Mais parce que, comme tu me l'avais rappelé, ils avaient encore magnifiquement joué leur coup, puisqu'ils avaient fait ça, je crois que c'était la fête nationale UFC mexicaine. Noche. Voilà, l'UFC Noche, et donc il y avait plein de Mexicains sur la carte, donc même si le main event n'était pas fou, ils avaient vendu 18 000 places, et je crois que c'était à Vegas, à la T-Mobile, donc c'était magnifique. Donc retenons, 18 000 minimum pour les pay-per-view, et même lorsque ce ne sont pas des pay-per-view et que ça n'est pas à l'Apex, par exemple Almeida contre Lewis au Brésil, ou par exemple Tsaroukian contre Dariush, c'est 10 000 places vendues minimum. Donc peut-être que ce sont des arènes à 12 000, j'ai pas été voir combien étaient les capacités, mais en tout cas c'est minimum 10 000 places vendues. Et maintenant, quand on va chercher du côté du PFL, alors par exemple, si on se base sur le PFL 10, qui est du coup le dernier là en date, qui était à Washington, et c'est le PFL de fin d'année dans lesquels ils ont leurs multiples combats pour la ceinture à 1 million de dollars pour chaque vainqueur. Donc c'est vraiment, c'est le gros événement du PFL. Et c'était la salle qui s'appelle The Anthem à Washington, D.C. Et la capacité, c'est 6 000 places si c'est un concert, donc si ce sont des places debout, donc ça n'est pas ça. Et donc les places assises, apparemment, c'est 3 200 places. Donc c'est donc, et je crois qu'ils ont fait salle comble, tu m'avais dit, mais donc c'est une salle comble à 3 200 places. Donc c'est pas du tout le même univers pour l'instant, en tout cas, que l'UFC. Après, faut aussi mettre ça en relation avec d'autres organisations, parce que là, ça donne l'impression qu'on met des bastos au PFL. Faut voir que le ONE FC, ils sont connus pour ne pas forcément remplir leur salle non plus, et même pour en gros filer leur place quand c'est un peu la galère. Le Bellator, on sait qu'ils vendaient pas beaucoup de places non plus. Donc c'est et par exemple le PFL, quand ils sont venus en France, c'était salle comble au point où c'était même la galère pour réussir à avoir des tickets pour le combat de Cédric Doumbé. Et vous pouvez être sûr que le prochain combat de Cédric Doumbé, ce sera probablement une arène à 20 000 places et ils les vendront. Donc, faut voir aussi que oui, c'est beaucoup moins que l'UFC. Et effectivement, donc, quand Dana White dit ça, ben voilà, on comprend qu'ils sont en mode, mais en fait, vous foutez du monde ou quoi? À nous comparer, c'est pas les mêmes mondes. Et il a raison en l'occurrence. Ça ne veut pas dire pour autant que le PFL n'est pas en progression et que petit à petit, ils ne viendront pas à vendre de plus en plus d'arènes et avec de plus en plus de monde. C'est possible aussi, et en tout cas, ils ont l'ambition de le faire. Par exemple, avec les Super Fight Series, quand il y aura Jake Paul, quand il y aura Francis, bon, je pense quand même qu'ils arriveront à vendre 10 000 places avec leur truc Super Fight Series à ce moment-là. Ça, c'était pour la partie les arènes, les places vendues. Donc là, effectivement, bon, Dana White met une bastos, et en l'occurrence, il a les chiffres pour le faire. Et après, du côté des deals TV et des audiences, il y a plusieurs trucs. Premièrement, il y a le fait que du coup, j'ai été regarder un petit peu sur Internet, et ils viennent de re-signer un deal avec ESPN, le PFL. Là, il y a quelques jours. Ce qui est intéressant, hein, parce que justement, il en parlait, Don Davis, lors d'une interview avec Ariel Helwani. Évidemment qu'aujourd'hui, le deal, à mon avis, a été revalorisé parce que maintenant, t'as des vrais gars qui vont vendre des pay-per-view. Rusty en parlait là en termes de billetterie. Mais là aussi, aujourd'hui, l'UFC, vous le voyez bien, il parle des pay-per-view quand ça fonctionne, et donc quand ça fonctionne, c'est quand ils tapent le million, quelque chose comme ça. Le PFL, on n'aura jamais les chiffres de leur pay-per-view d'il y a 2 semaines. Non, tout simplement parce que probablement que c'est abyssal, quoi. Mais après, bon, voilà, c'est de la même manière que quand le PFL fait un pay-per-view avec Kayla Harrison, où tu sais qu'il y a la famille de Kayla Harrison qui regarde, et c'est probablement tout. Bon, c'est des pay-per-view, tu es sûr que ça ne marchera pas. Là, en l'occurrence, le PFL 10, c'est cruel, mais c'est pareil aussi. C'était un pay-per-view, mais le pay-per-view, les stars qui permettaient de vendre le pay-per-view, c'était Olivier Aubin-Mercier, c'était Impact Asanganay, c'était en gros, pour être très cruel, mais des gars qui n'étaient pas suffisamment performants pour accrocher les ceintures à l'UFC et qui n'étaient pas des noms connus. Par exemple, tu vois, un mec comme Mike Perry, là au BKFC qui était ce week-end aussi, oui, c'est un gars qui n'avait pas le niveau non plus pour accrocher une ceinture à l'UFC, mais sa personnalité et ce qu'il est capable d'apporter, la plus-value qu'il est capable d'apporter au Bare Knuckle FC, donc les combats de boxe à main nue, font que je ne sais pas, je sais pas si c'était un pay-per-view ce week-end, probablement que si, mais ça m'étonnerait pas qu'il fasse des chiffres intéressants. Je dis pas des bons chiffres parce que c'est extrêmement compliqué le business du pay-per-view, mais des chiffres intéressants, tu vois. Là,
parce qu'il apporte vraiment un avantage compétitif avec tout l'extra sportif, en plus du fait que tu es sûr d'avoir du sang, des visages qui se déforment, et que c'est de la boxe anglaise sur des rounds de 2 minutes, donc tu sais qu'il va y avoir de la violence en accéléré. Donc là, en l'occurrence pour le PFL, oui, non, c'est sûr que les chiffres du pay-per-view seront probablement pas bons du tout. Mais donc ça c'est pour les pay-per-view et pour les deals TV, donc ils ont mine de rien continué, ils ont Prolongé. étendu, prolongé leur deal avec ESPN, ce qui est très très bon signe. Ils sont avec d'autres distributeurs télé dans d'autres pays aussi. Et alors, et ça c'est le truc, tu vois, bon bah là je vais te laisser la parole parce que je vais pas m'inventer dans les trucs que je ne comprends pas, mais tu sais, il avait fait un tweet, c'était en milieu d'année ou genre un truc comme ça, Don Davis, pour dire, regardez, nous on est effectivement deuxième derrière l'UFC, mais on n'est pas si loin derrière, et en tout cas on est bien plus haut que le Bellator. Et bah, je t'enverrai du coup le tweet, et donc ça, du coup, tu nous disais, oui, ce sont en gros, alors je crois que c'était l'audience moyenne à la télé en linéaire plus en streaming, donc c'est-à-dire télé plus en streaming sur votre ordi, etc., si je comprends bien, et qu'en moyenne, il faisait 300 000 viewers par événement, alors que l'UFC en faisait 888 000 et le Bellator en faisait 95 000. Mais ça, tu nous disais, oui, mais faut pas le prendre en argent comptant non plus, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Exactement, Big Rusty, parce que c'est vrai qu'en termes d'audience, sinon vous écoutez le fondateur de Combatté Global, qui pour lui c'est l'organisation numéro 1 en termes d'audience, parce qu'il y a beaucoup de trucs où c'est facile un petit peu de fausser les vrais chiffres pour les audiences, parce que c'était quoi, même la chaîne parlementaire par exemple en France, quand il y a les audiences de temps en temps qui sortent, en gros il suffit, imaginons là c'est la numéro 13, donc si vous allez entre la 12 et la 14, donc vous allez passer par celle-là, ça va compter comme quelqu'un qui regarde, donc on se retrouve avec des chiffres, il y avait des trucs, c'était délirant, hein. C'était genre 14 millions de personnes par jour vont sur cette chaîne-là, alors que on sait, enfin, tout le monde sait que personne ne regarde. Donc voilà, donc c'est pour moi ça le vrai problème, et le jour où, et donc évidemment les chiffres, que ce soit les chiffres que partage le président Combatté Global par rapport à l'organisation Combatté ou le PFL, ce sont des vrais chiffres. Mais moi, là où j'attends, et pour moi ce sera vraiment les vraies informations, c'est, tu vois, par exemple, là ils ont dit qu'ils avaient fait sold out dans lors du PFL 10 à Washington, sauf qu'on n'a pas la billetterie. En fait, c'est à partir du moment... C'est une arène à 3200 places ça. assises, quoi. À partir du moment où on aura les chiffres de la billetterie, c'est parce qu'avec Birusty, on parlait aussi de l'UFC Apex, on n'a pas les infos de billetterie parce que c'est l'UFC Apex, ils font ce qu'ils veulent, et il y a 400 personnes, sauf qu'on sait qu'à l'UFC Apex, si vous voulez regarder un événement à l'UFC Apex, vous devez payer 2000 balles. Donc en gros, il y a peut-être que 400 personnes, mais les gens payent 2000 balles. Donc moi, à partir du moment où on aura les chiffres, ou par exemple, quand l'UFC a prolongé avec ESPN, on sait tous que, et c'est pour ça qu'on a autant de cartes UFC, qu'il y en a pas mal qui sont claquées, parce que ESPN paye plus de 300 millions par an l'UFC, et donc sauf que ESPN paye pour un minimum de 44 événements. Donc si l'UFC file des événements, peu importe la qualité de la carte, ils ont à la fin d'année les 300 millions d'ESPN. Sauf que tout le monde est au courant de combien paye ESPN pour avoir l'UFC. Le problème, c'est qu'avec le PFL, là, on n'a aucune info financière sur rien du tout. Ce qui veut dire que l'organisation n'a aucun intérêt à ce que les infos sortent, parce que les gens risquent de se dire « Ah, en fait, ça fait pas beaucoup ». À chaque fois qu'il y a les infos financières qui sortent, c'est tout simplement pour flexer, hein. Il n'y a pas d'autre truc que ça. Et c'est pour ça que quand il y a les chiffres de pay-per-view qui sortent et qui sont annoncés, c'est aussi pour dire « Bah regardez, en fait, nous, on vend 1 300 000 pay-per-view ». Et c'est pour ça que Dana White le dit à chaque fois, c'est, vous savez à quel point c'est dur, et que Birusty disait, à quel point c'est dur de vendre des pay-per-view. Et donc, par exemple, quand il y a l'UFC qui fait son nouveau deal avec Crypto, un nouveau deal avec DraftKings, ou prolongé avec peu importe qui, et qu'ils annoncent un 325 millions sur 5 ans, ça permet de dire à ceux qui voulaient sponsoriser l'UFC, ah oui, en fait, faut qu'on sorte ce genre de sous-là. Et avec le PFL, là, on a que des annonces qui sont sur le papier bonnes, et c'est vrai que pour une organisation aussi jeune, c'est très positif, mais ce qui me fait dire, moi, qu'aujourd'hui, on est toujours dans une situation qui a des années-lumière de l'UFC, c'est qu'on n'a pas les infos financières. Et quand on les aura, et juste pour ajouter ça, les infos financières, par exemple, on les a eues pour Francis. Pourquoi ? Parce que quand on dit que l'adversaire de Francis va se faire minimum 2 millions, bah c'est un chiffre où même l'UFC ne peut pas s'aligner. Et que là, ils ont tout intérêt à ce que tout le monde soit au courant même de combien Francis gagne. C'est limpide, hein ? Limpide, Big Rusty. Et je voulais ajouter un truc aussi, parce que je sais pas si on a quelque chose à ajouter là-dessus, mais c'est très intéressant, vous savez qu'il y a un énorme procès pour l'UFC en ce moment qui peut changer beaucoup de choses, où en cas de, si l'UFC perd, ils vont devoir payer plus d'1 milliard d'amendes, parce qu'en gros ils sont
dans une situation grosso modo de monopole sur le sport, puisqu'il y a 95% de l'argent généré par le MMA qui va à l'UFC, et justement là aujourd'hui tout le job de l'UFC, et c'était un avocat là qui avait réagi à la déclaration de Dana White, c'était ce genre de déclaration en ce moment de Dana White, c'est terrible pour l'UFC, parce que au moment même où Dana White dit le PFL c'est de la merde et tout, ils vendent pas de billets, les avocats de l'UFC se battent corps et âme là pour faire comprendre à tout le monde que non, il y a l'UFC mais il y a le Bellator, il y a aussi toutes les autres organisations, parce qu'en fait là tout le procès de l'UFC c'est de montrer, enfin l'UFC c'est de prouver que non, ils ne sont pas dans une situation où quand ils négocient pour les contrats avec les clauses d'exclusivité, bah les mecs ont effectivement le choix des autres organisations. Ah putain, oui, j'avais pas pensé à ça, donc c'est Dana White qui est un peu trop gourmand de vouloir mettre du lance-flamme en fait, quoi. Exactement. Wow. Non, ça va être intéressant ça. Bah oui, Big Rusty, mais pour ce procès-là, si je comprends bien, bon, ça, effectivement, ça peut être déterminant, vraiment déterminant pour le milieu du MMA mondial, mais la réponse, de toute façon, on l'aura que dans plusieurs années, hein, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, mais les vraies choses risquent de commencer au mois d'avril. Les vraies choses risquent de commencer au mois d'avril, et il y avait des articles qui étaient sortis comme quoi, enfin, en cas de défaite de l'UFC, ça pourrait vraiment être très très chaud pour le business pour la suite, quoi. Parce qu'en termes d'investissement co, c'est... Mais c'est une situation pour moi qui est très compliquée pour l'UFC, parce que, enfin, c'est compliqué dans le sens où, évidemment, les combattants sont pas payés à la hauteur de ce qu'ils mériteraient en termes de pourcentage par rapport aux autres ligues, on le dit à chaque fois, hein, de NBA, NFL, toutes les grosses ligues, c'est 50% du revenu. Pour les athlètes, 50% qui se partagent entre les proprios, etc. Et l'UFC, on est entre 12 et 18%. Mais ce qui est compliqué, c'est que l'UFC l'a prouvé qu'ils ne sont pas dans une situation de monopole. Enfin, c'est comme si la NBA était en train de dire non, c'est pas nous les numéros 1. Enfin, pour moi, c'est impossible. Et c'est vrai que d'un point de vue financier, enfin, ils sont cotés en bourse aujourd'hui. Si vous êtes un des investisseurs de l'UFC ou WMAMG ou TKO Group, bah, évidemment que vous voulez avoir plus de 80% de l'oseille pour vous. Parce que les actionnaires, ils veulent l'oseille aussi, et qu'aujourd'hui on est aussi sur des choses où je suis d'accord avec vous, le MMA, enfin pour les athlètes il faudrait qu'on soit sur du 50-50, mais pour moi c'est beaucoup plus facile de filer 50-50 quand vous avez des droits TV à la NFL qui sont de l'ordre de 20 milliards que de filer 50-50 quand il y a des revenus qui sont beaucoup plus faibles. Et pareil en termes de stats, et je finirai de ce petit tunnel là-dessus, Big Rusty, c'est il y a pas mal de gens justement qui défendaient le Bellator, parce que quand on regardait le partage de revenus, l'UFC ils sont entre 12 et 18 et le Bellator ils étaient au-dessus des 50. Ah oui, mais tout simplement parce que, le Bellator fait beaucoup moins d'oseille. Donc, vous n'avez qu'à regarder, par exemple, nous, les bénéfices qu'on fait quand on fait nos LSFC et l'argent qui va aux combattants. Bah, dans l'absolu, les gens vont dire, le LSFC, ils payent pas les mecs plus de 10 000 balles. Donc, ils payent mal les mecs. Oui, je suis d'accord. Sauf que si vous faites le pourcentage, on a plus de 80% de l'oseille qu'on fait qui va en salaire pour les gars. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué les chiffres aussi. C'est qu'en fonction de la manière dont vous prenez le truc, et si vous avez plus ou moins de recul, on peut très vite dire les mecs sont méchants, alors que si vous penchez un peu plus sur la situation, le Bellator c'est juste qu'ils font beaucoup moins de sous que l'UFC. Ouais. Non mais ouais, ça va vraiment être ça va vraiment être intéressant. En plus, c'est vraiment, ça peut devenir tellement un cas d'école, et ouais, on va finir là-dessus, mais ça peut devenir tellement un cas d'école, parce que si jamais l'UFC prend 1 milliard d'amende, déjà rien que l'amende en elle-même, déjà tu reconsidères un petit peu tout ton bordel, et en plus de ça, c'est vrai qu'effectivement, il suffit que si jamais en avril, où il y a une décision de justice qui fasse comprendre aux gens qu'on va dans le sens de l'amende de l'UFC, que ça va être très compliqué, le nombre de gens qui vont commencer à vendre leur part, etc., même des tout petits actionnaires, etc., tu sais, ça peut faire un espèce d'effet boule de neige, ça peut être vraiment un cas d'école, quoi. Big Rusty, affaire à suivre. Anyway, shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 30% minimum sur tout my sweet pea avec le code la sueur. Oh, ça c'est les Kit Kats, ça. My God, et voilà, un régal les gars, c'est disponible sur MyProtein. Et puis holy moly, Big Rusty, la révolution des boissons énergisantes, ils font des thés glacés, des boissons de réhydratation, et là voilà, la petite boisson énergisante, c'est au format poudre, donc bien moins polluant que les boissons habituelles. C'est disponible sur leur site, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€, la sueur 10 pour vos commandes récurrentes avec moins 10%. On se retrouve très vite, Big Rusty, see ya.